Bonsoir à tous, amateurs d'épouvante et de frissons, et bienvenue dans une nouvelle histoire d'horreur qui entre à vos cauchemars. Le récit de ce soir vous plongera au cœur d'une expérience menée par une équipe de scientifiques, ayant pour but de créer un être humain ne ressentant que des émotions positives. Mais comme vous en doutez, cette expérience a très mal tourné. Je vous laisse la découvrir. C'était simple, pensions-nous. Prenez quelques chromosomes, découpez-les, placez-les précisément là, et magie, un être humain parfait. Je ne sais toujours pas ce qui s'est mal passé. Peut-être une erreur de calcul? Ou peut-être était-ce quelque chose hors de notre contrôle, hors de notre entendement? Qui sait? Nous, quelques-uns de mes collègues scientifiques et moi, étions extrêmement intrigués par les émotions humaines. La colère, le désespoir, l'euphorie. Était-il possible de figer l'esprit humain dans une seule émotion? De le figer dans un état euphorique afin qu'aucune tristesse ou colère ne trouble sa pensée? Théoriquement, oui. Je ne vous décrirai pas les procédures de nos expériences, pour deux raisons. D'une part parce que je n'ai pas envie de vous donner la mauvaise idée de vouloir les reproduire, et d'autre part parce que je crains de sombrer dans la folie si je les raconte. Oh, les terribles choses que nous avons faites! Nous étions ambitieux, jeunes, rien ne pouvait nous arrêter, et personne ne pouvait nous dire que nous avions tort. Tout ce que je vous révélerai, c'est que nous avons mis la main sur quelques cellules souches, et nous les avons développées en fœtus, en altérant très légèrement la génétique. L'expérience s'appelait le projet Angelman, et elle avait pour but de créer un être ne ressentant que du bonheur. Mais quelque chose s'est mal passé. Quelque chose s'est terriblement mal passé. La moitié des sujets testés est décédée de façon inattendue, sans aucun signe avant-coureur et sans aucune raison. En ce qui concerne la deuxième moitié, eh bien, tous les sujets étaient nés affreusement déformés, à l'exception de 3 d'entre eux. Parfait, nous avions pensé. Un être humain avec une capacité mentale au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer, grâce à son état euphorique permanent. Jusqu'à leurs 18 mois, ils ont grandi de façon parfaitement normale. Mais après cette période de douce accalmie, les premiers symptômes ont commencé à apparaître. Manque d'équilibre, problèmes de sommeil et d'alimentation, faible réactivité. Nous étions tous intérieurement paniqués évidemment, mais de l'extérieur, nous avons maintenu une facette calme et nous avons poursuivi le projet. Nous aurions dû nous arrêter là. Nous aurions dû prendre ces maudits sujets et les euthanasier, les brûler et fermer le labo. Mais nous avons continué. Les choses n'ont fait qu'empirer. Les mouvements des sujets devenaient de plus en plus sporadiques. Ils ne pouvaient toujours pas prononcer le moindre mot. Mais ils pouvaient rire. Ils riaient souvent, bien trop souvent. Ce n'était pas un rire joyeux, mais un rire calme, presque comme un rire nerveux, quasi constant. Peu importe la quantité et l'intensité de la douleur infligée à ces sujets, ils n'avaient aucune autre réaction en dehors de ce rire nerveux, en vous regardant droit dans les yeux, comme s'ils se moquaient ouvertement de vous, comme pour vous montrer à quel point vos tentatives de leur faire du mal étaient futiles. Nous nous attendions à ce que les sujets aient des capacités d'apprentissage supérieures à celles du commun des mortels, mais en réalité, c'était tout le contraire. Leur développement mental a été sévèrement retardé. Ils n'arrivaient pas à se concentrer sur quoi que ce soit pour plus de quelques minutes, avant de sombrer dans une crise de rire. Mais nous avons persisté et continué, espérant que ces symptômes disparaîtraient au fur et à mesure que ces enfants grandissaient. Nous avons donné un nom à ces symptômes, le syndrome de la poupée joyeuse, parce que leurs mouvements insensés donnaient l'impression que c'étaient des marionnettes tirées par des ficelles. Cette mascarade a duré 5 ans, 5 très longues années. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons fini par accepter qu'il n'y avait aucun espoir. Nous ne pouvions plus supporter le rire incessant de ces enfants, ce rire qui donnait l'impression qu'ils savaient quelque chose que nous ne savions pas, comme une sorte de blague qu'ils partageaient entre eux. Regarder un enfant et le voir se tordre sporadiquement en riant hystériquement, c'est quelque chose qui reste gravé au fer rouge dans votre mémoire, qui vous hantera jusqu'à la fin de vos jours. 2 de mes collègues avaient déjà démissionné à ce stade, parce qu'ils ne pouvaient plus le supporter. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux par la suite. Ils sont probablement morts. Tout au long de ces 5 années, les enfants n'avaient pas prononcé le moindre mot. Ils ne faisaient que rire, de leur maudit rire obsédant. Un matin, nous sommes allés leur servir leur petit déjeuner, et ils nous ont regardés de leurs yeux immenses, se tordant, gloussant de rire, sans rien dire. Nous avons posé leur plateau devant eux, puis nous avons commencé à partir. Dans leur nourriture, nous avions ajouté une substance qui les tuerait silencieusement et sans douleur. C'était quelque chose de difficile à faire, mais il fallait que ça soit fait. Mais quelque chose de particulièrement inattendu, particulièrement choquant, s'est produit. Lorsqu'un de mes collègues a posé son plateau devant un des garçons, le rire s'est arrêté. Le garçon a levé les yeux vers mon ami, ses yeux soudainement sombres, très sérieux, et surtout, silencieux. Il a continué à le fixer en tressautant pendant un moment. Mon ami semblait en état de choc et ne bougeait pas. Mes collègues et moi nous sommes précipités pour prendre carnet et stylo, prêts à prendre des notes. Soudainement, mon ami est tombé à genoux,
se tenant la tête entre les mains et criant furieusement. Il semblait à l'agonie. Mes collègues et moi étions tellement surpris par la tournure des événements que nous n'avons rien pu faire. Nous sommes restés figés d'horreur, regardant la suite de la scène. Mon ami s'est effondré au sol, toujours en hurlant. Il a violemment tressauté plusieurs fois, puis il s'est immobilisé. J'ai senti la nausée m'envahir, mais j'ai retenu l'envie de vomir, avec plus de succès que certains de mes collègues. Rien de ce qui s'était produit n'était normal. Une présence sombre et maléfique semblait nous dominer, nous écraser. Après le choc initial, nous avons suffisamment repris nos esprits pour nous précipiter vers la console et sceller la porte. Le garçon s'est arrêté, a regardé la porte, et s'est mis à rire. Il riait tellement qu'il en est tombé par terre, se tordant et se roulant en riant follement. Les deux autres ont eu la même réaction. Après quelques minutes, la crise est passée. Ils se sont tous les trois relevés, toujours en se tordant, toujours en riant. Les lumières se sont éteintes au même moment. J'ai entendu du fracas, des éclats de verre, des hurlements. Mais ce n'était pas le pire. Le plus effrayant, c'était les chuchotements, accompagnés de gloussements. Lorsque la lumière est finalement revenue, le sujet n'était plus là. Deux de mes collègues étaient au sol, inconscients. Leur corps était tordu dans des angles contre nature, et du sang coulait de leurs bouches ouvertes. Au début, j'ai cru qu'ils étaient morts. Ils ne montraient aucun signe de vie. En me penchant au-dessus d'eux, j'ai pu l'entendre. Leur rire discret. Je suis allée voir mon ami qui était dans la pièce des sujets. Pas de pouls, pas de respiration. Et pourtant, il riait aussi. Il n'y avait personne d'autre que ces cadavres riant autour de moi. Et pourtant, j'avais toujours l'impression que quelque chose m'observait. Quelque chose qui était juste au bord de mon champ de vision, mais que je ne serais jamais capable de voir. De toute l'équipe, il n'y avait plus que moi et un collègue survivant. Et ensemble, nous avons tout fermé immédiatement. Avant de partir, nous avons détruit toutes nos recherches et nous avons barricadé le labo. Je n'ai plus de contact avec lui. Je suppose qu'il est également mort. J'ai toujours l'impression d'être surveillée. J'entends toujours les rires, les chuchotements. Dans mes rêves, parfois quand je suis réveillée. Lorsque ça arrive, je fuis. Je me lève et je quitte immédiatement l'endroit où je me trouve. Je ne peux pas rester au même endroit plus de quelques jours à cause de ça. Ça s'est propagé. D'autres enfants ont été vus avec des symptômes similaires. Je n'ai aucune idée comment ça a bien pu se propager. Ce n'était pas supposé être quelque chose de contagieux ou de transmissible. Quelqu'un, quelque part, a inventé une explication au phénomène. Quelque chose à propos d'un dysfonctionnement du 15e chromosome. Et ça a suffi à garder les gens rassurés et ignorants, du moins pour le moment. La maladie a été baptisée le syndrome d'Angelman. Jusqu'à présent, les atteints n'ont pas l'air dangereux ni hostiles. Mais je sais que les originaux sont toujours là, se cachant quelque part et attendant l'opportunité d'agir. Je sais qu'ils vont venir pour moi. Je sais qu'ils vont me trouver. Je l'accepte. C'est le prix que je dois payer pour avoir tenté d'altérer la nature. Je laisse cette lettre ici comme un avertissement. Ils vont venir pour vous aussi. Ils vont venir pour nous tous. Si jamais vous entendez des chuchotements, des rires à peine perceptibles, fuyez. Si jamais vous avez l'impression que quelque chose se tient juste à la limite de votre champ de vision, mais sans parvenir à la regarder, fuyez. Je vous laisse 2 derniers avertissements. 1. N'altérez pas ce qui ne vous appartient pas. 2. Même les anges peuvent être des démons déguisés. N'essayez pas de me retrouver. Considérez-moi comme déjà morte. Cette lettre manuscrite a été retrouvée dans un laboratoire secret, abandonné, découvert au fin fond d'une forêt en Alaska. Le laboratoire se composait d'une salle d'observation et d'une salle de confinement. La salle de confinement était barricadée et verrouillée, et l'entièreté du labo semble avoir pris feu à un moment donné. Des traces de sang ont été retrouvées après que la salle de confinement a été décelée, et une fenêtre avait été brisée. La nature exacte de ce laboratoire est encore inconnue.